Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir un homme dont le parcours force le respect, mais surtout l'introspection. Il a été au cœur des moments les plus sombres de notre pays ces dernières années, à la tête du RAID, un métier où chaque décision peut sauver ou coûter une vie. Mais derrière l'uniforme, derrière la fonction, il y a un homme, humain, un enfant devenu homme, un père, un citoyen, qui a dû faire face à des émotions, des choix, des blessures et des responsabilités immenses. Dans ce podcast, on parlera pas seulement d'opération ou d'action, on parlera d'identité, de sens, de résilience et de ce que ce métier fait à un homme et de ce que l'homme a fait de ce métier. Jean-Michel Fauvergue, merci infiniment d'avoir accepté de partager avec nous votre histoire, mais aussi votre histoire de vie. Comment allez-vous tout d'abord ? D'abord, bonjour et merci beaucoup de me recevoir. Je vais bien, tout va bien. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas du tout, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qui vous êtes, en quelques mots ? Oui, en quelques mots. Alors, moi, j'étais pendant 40 ans policier. Les dernières années de la police, je les ai passées à commander le RAID, de 2013 à 2017. Et donc, pendant 2013 et 2017, fort logiquement, on avait 2015 et 2016, c'est-à-dire tous les attentats que vous connaissez, l'hypercachère, où je dirigeais les opérations, le Bataclan, Magnanville, un certain nombre d'opérations qu'on connaît et qu'on connaît moins aussi, il y en a d'autres, à la tête du RAID. Et en 2017, donc, je suis parti à la fois de la police et du RAID. Je suis rentré en politique de 2017 à 2022. J'ai été député au sein de la majorité de l'époque. M'occuper essentiellement de sécurité, où j'ai porté une loi qui s'appelait la loi sur la sécurité globale, une grosse loi intéressante. Et puis en 2022, je ne me suis pas représenté, et donc depuis, je suis conférencier essentiellement en entreprise, où je parle de management, je parle d'esprit d'équipe, je parle de la gestion des peurs. C'est quelque chose d'important. Et je fais du conseil en sécurité aussi pour les communes et qui me le demandent. Et puis, j'écris quelques livres. Voilà. Alors, c'est sûr qu'avec toutes ces casquettes qui sont les vôtres, on va avoir de quoi discuter, de quoi échanger. Ça va être un épisode extrêmement inspirant. Est-ce que vous voulez bien nous dire qu'est-ce que vous étiez quand vous étiez petit garçon ? Est-ce que c'est une vocation, la police, pour vous, ou pas ? Oui, c'est une vocation. Tout petit, je voulais être policier, mais pas n'importe quel policier. Je voulais être commissaire de police, tout petit. Commissaire de police parce que, d'abord, j'aimais... c'est un travail que je ne connaissais pas, bien évidemment, mais j'aimais ce qui représentait l'ordre, la loi, et me mettre au service des personnes pour faire respecter cette loi-là. Et il me semblait que la meilleure position pour faire ça, c'était à la fois d'être policier, mais aussi le chef des policiers, c'est-à-dire commissaire de police. D'où vient ce rapport au courage, à la responsabilité, d'après vous, dans votre éducation, par exemple ? Oui, moi, bien sûr, il vient dans l'éducation que j'ai eue, dans ce domaine-là, mais c'était pas... à l'époque, en tout cas, c'était pas quelque chose de particulier. Tout le monde avait, beaucoup de personnes avaient cette éducation-là de respect du policier, de respect de l'enseignant, de respect des adultes, du respect d'un peu tout le monde, quoi. Et ça, c'est quelque chose que moi j'ai cultivé en moi, que mes parents m'ont inculqué, et que mes enseignants m'ont inculqué durant toute ma vie. Et voilà, ça vient sans doute de ça, mais ça vient aussi de l'esprit d'aventure, ça vient aussi de l'envie, de l'idée de courir derrière les bandits, de les rattraper, de les mettre en prison, d'assurer ainsi la paix publique et la sécurité de tous. Je pense que c'est un mélange de tout ça, quoi. Est-ce qu'il y a un modèle, un souvenir d'enfance qui vous a mis sur le chemin ? Alors moi, pas de modèle précis dans le cadre d'un homme bien particulier, mais je suis un grand amateur de western et tout petit, j'étais déjà amateur de western et j'aimais bien le rôle du shérif parce que c'est lui qui faisait respecter l'autorité et quand le shérif était un pourri, ça arrivait quelquefois dans quelques westerns, j'étais complètement effondré. Donc c'est ce modèle-là, moi, qui m'a
voilà, qui s'est imposée à moi. Et puis après, au fur et à mesure de mon évolution, tout jeune policier, hein, vous aviez des modèles de grands flics, Broussard à l'époque, etc. Donc ça, c'est des modèles vraiment très, très importants. Au début, qu'est-ce que vous cherchiez le plus? Est-ce que c'était plus l'action? Est-ce que c'était plus la discipline? Est-ce que c'était plus la justice, l'adrénaline? Qu'est-ce que vous diriez par rapport à ça? Alors, je pense que l'action et l'adrénaline est quelque chose qui m'a caractérisé assez rapidement, hein, déjà tout jeune. Et c'est sans doute ça que je recherchais. Mais vous avez employé le mot justice. C'est aussi un fort sentiment de justice, oui. C'est-à-dire que le méchant est le méchant, le bon est le bon. C'était assez cartésien comme chose. Et le méchant, quand il est méchant, doit être pris et puni. Et les agresseurs doivent être condamnés. On est loin, entre parenthèses, de la situation actuelle en France. Hein. Si on a l'occasion d'en parler, on a un problème de justice en France aujourd'hui. Donc voilà. Alors là, je parlais du sentiment de justice, c'est pas de l'action de la justice. Selon vous, c'est quoi être un héros? C'est quoi pour vous cette notion de courage? Alors il y a deux choses, hein. Il y a le courage et le héros. Le héros, je ne saurais pas vous donner des définitions d'un héros parce que d'abord, moi, je ne considère pas en être un, et les gens qui sont autour de moi, je ne considère pas qu'ils en étaient des héros, pardon. On va éviter la liaison. Je pense qu'on a été des policiers très spécialisés, animés de l'idée d'aller jusqu'au bout de notre mission, et ça, c'est quelque chose d'important. Donc, la définition du héros, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. La définition du courage, par contre, c'est autre chose. Et d'ailleurs, c'est tout l'intérieur du livre que je viens de sortir, qui s'appelle « Ni capitulation, ni résignation, osons le courage ». Et la notion de courage, c'est quelque chose qui doit nous animer du matin jusqu'au soir et à toutes les époques de notre vie, tous autant que nous sommes. Et le courage a il y a plusieurs possibilités de développer son courage. Le courage, c'est par exemple de ne pas abandonner les vertus et les valeurs que l'on a, les valeurs de démocratie, par exemple. Le courage, c'est aussi d'aider l'autre, d'aider son prochain, de ne pas reculer, de ne pas se renfermer sur un individualisme qui est maintenant absolument partout. Je pense qu'il faut sortir de cet individualisme et il faut travailler sur notre responsabilité. Et ça, c'est un courage aussi que l'on trouve de moins en moins. Il faut se réveiller là-dessus. Donc, pour revenir sur votre livre, je vais le montrer à la caméra pour ceux qui nous regardent et pas qui nous écoutent. Ces valeurs que vous défendez, est-ce que cette motivation, elle a changé avec les années ou elle est restée la même tout au long de votre parcours? Et moi, je pense qu'elle s'est renforcée avec les années. Je pense qu'elle s'est renforcée et qu'elle s'est affinée, en fait. Je pense qu'elle s'est débarrassée d'un certain nombre d'intransigeances. Ça, c'est important. On ne peut pas être complètement intransigeant sur tout. Il faut de temps en temps faire des concessions, mais il faut faire des concessions juste pour continuer à aller dans notre voie, quand la voie est tracée. Et je pense qu'on s'arme d'autres choses que l'intransigeance, par exemple de l'expérience. Et c'est important de garder ce cap-là. Il y a pas, il me semble que c'est Aristote qui disait ça, et c'est qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne connaît pas son port. Donc il faut connaître son cap pour trouver des vents favorables et y aller. Quelle opération vous a laissé la plus grande trace, vous diriez? Alors ça dépend de quel point de vue. Là, j'ai 2 opérations, moi, évidemment marquantes dans ma vie de flic. J'en ai eu plein d'opérations hors raid en particulier, puisque j'ai toujours été sur des brigades de voie publique, sur la voie publique, quoi. J'ai donc été au commandement de gens qui faisaient des enquêtes, qui allaient sur la voie publique, etc. Mais les 2 opérations qui m'ont marqué le plus au raid, c'est évidemment
l'hypercachère à Vincennes, où j'avais le commandement de l'ensemble de l'opération. J'avais le commandement à la fois du RAID et de la BRI dans ce cadre-là. Et dans ce cadre-là, on a sauvé les 26 otages. Et donc ça me... Alors, j'oublie pas les 4 malheureux qui avaient été tués auparavant, mais ils avaient été tués avant qu'on arrive. Mais on a sauvé les 26 otages. Ça veut dire que la stratégie qui avait été mise au point, en particulier par le commandement du RAID, moi ainsi que mes adjoints, la technicité des opérateurs du RAID, tout ça s'est mélangé pour arriver à ce résultat-là qui était un véritable succès. Ça, j'en suis très fier parce que, et je pense que je ne suis pas le seul à être très fier, tous les gens qui ont participé à cette opération-là sont très fiers de ça parce que l'idée, le but du petit garçon quand vous rentrez dans la police, c'est évidemment de protéger les gens et évidemment de sauver des vies. Chacun a notre poste respectif. Et sauver des vies, c'est le summum de ce qu'on peut faire quand on est policier. Ça, c'est la première chose qui m'a marqué. Et évidemment, ce qui m'a impacté le plus au plus profond, c'est le Bataclan. Quand je suis rentré au Bataclan, évidemment, c'était un massacre généralisé. Et ça on ne sort pas indemne. Qu'est-ce qu'on ressent dans ces moments-là? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la lucidité? Est-ce qu'il y a une déconnexion émotionnelle qui se fait? Quand vous êtes patron du RAID, donc quand vous êtes responsable de 2 choses qui sont importantes, d'abord la mission, ou aller jusqu'au bout de la mission pour sauver des vies. Le RAID a été créé pour sauver des vies. Et la mission, c'est de sauver des vies. Quand vous êtes patron du RAID, vous avez cette responsabilité-là. Et vous devez de mettre en place des stratégies pour y arriver. Et ça passe dans une espèce de mantra qui vous s'imprime dans le cerveau et qui vous fait dire il faut y aller, c'est maintenant. Et vous devez faire abstraction de tout. Et il y a quelque chose qui est très dur, c'est que la vie la vie et l'intégrité physique des gens qui sont avec vous et de vous-même passe après la mission d'abord. Parce que si on se protégeait plus que de raison et si on n'allait pas vite pour sauver des vies, on ne sauverait pas des vies et on ne servirait pas à grand-chose. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la responsabilité de vos hommes aussi que vous avez. Et ça, c'est quelque chose qui fait mal, qui est important, puisque je vous dis que la mission passe avant. Mais les gens que vous avez autour de vous, vous les connaissez, vous les aimez, vous les avez sous votre autorité et vous ne voulez pas en perdre un ou avoir des gens particulièrement blessés. Moi ça a été toujours ma crainte. J'ai jamais eu de tué en opération et j'en suis heureux, mais je dois reconnaître quand même tout à fait modestement que on est passé à pas grand-chose quelquefois. J'ai eu des blessés qui s'en sont bien remis, et j'en suis heureux aussi, et on est allé jusqu'au bout de nos missions. On parle très peu du après dans ces cas-là. Comment vous revenez à vous? Comment vous revenez à une vie normale après ce type de mission qu'on peut définir de traumatique? Vous ne revenez pas à une vie normale, enfin vous ne revenez pas en tout cas à la vie d'avant. C'est impossible. Parce que vous avez des souvenirs imprégnés dans votre cerveau, dans votre âme, dans votre cœur. Vous ne revenez donc pas à ce que vous avez vécu avant, mais vous continuez à vivre votre vie. Quand vous êtes parti du RAID, quand vous faites autre chose, vous continuez à vivre votre vie sans que le souvenir de ce que vous avez vécu ne vous lâche. Et il s'imprègne à chaque instant. Alors, quelquefois plus que d'autres, mais toujours toutes les grandes décisions, tous les actes, toutes les choses qui sont faites, elles sont faites au regard de votre expérience et au regard de cette expérience particulière qui a été le commandement du RAID et en particulier l'entrée au Bataclan. Quand on vit
des situations telles que vous les avez vécues. Est-ce qu'on peut réellement associer ça à une vie de famille ? Comment vos proches y vivent le danger dans lequel vous vous mettez dans ces cas-là ? Alors, oui, vous pouvez vivre une vie de famille, bien évidemment, et heureusement, parce que vous séquencez les choses. En réalité, il faut savoir, d'une manière générale, que je crois que notre survie, en particulier mentale, elle, de tout le monde, hein, de nous d'abord qui étions dans ces opérations-là, du chef du raid que j'étais, du patron du raid que j'étais, mais aussi de nos proches, elle tient du fait qu'il faut savoir séquencer les choses. Il faut savoir ne pas mélanger les expériences. Il faut savoir, en fait, en réalité, porter son sac à dos et ne pas le faire porter par les autres. Et ça, c'est quelque chose d'important. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous arrivez à la maison, votre sac à dos, vous le mettez sur la porte et vous essayez, dans la mesure du possible, de ne pas discuter de ce que vous avez fait et de ces choses-là. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que vous êtes isolé. Ça veut dire que vous allez prendre de votre famille, de vos amis, de votre entourage, tout ce qu'il y a de positif, de fort qui vont vous permettre de repartir au combat. Mais vous n'avez pas le droit de leur donner la charge mentale que vous avez. Il faut absolument pas. Et ceux qui l'ont fait, en fait, ça marche pas et c'est terrible parce que si vous partagez ce que vous avez vécu, vos émotions profondes, alors on peut partager certaines émotions, mais les émotions profondes, eh bien quand vous irez mieux, ça sera votre épouse, vos amis, votre entourage qui ira pas, et donc il va vous repasser le mistigris et ça va être incessant. Donc l'idée c'est ça, l'idée c'est de ne pas partager ces émotions profondes, par contre de bien développer sa vie personnelle à côté, avec ses hobbies, tout ce qu'on fait habituellement. Ça, c'est quelque chose d'absolument important. Est-ce que, du coup, dans cette... je vais refaire ma phrase, excusez-moi. Est-ce que, du coup, vous arrivez à vous autoriser de la vulnérabilité ? Si oui, dans quel contexte ? Ou est-ce que vraiment tout est verrouillé quand on occupe ce type de poste ? Non, mais dans la vie d'un être humain, y compris quand il est le chef du raid ou l'opérateur au raid, n'importe où, la vie d'un être humain, c'est heureusement qu'il n'y a rien qui est verrouillé, rien du tout. Et ça serait... vous pouvez à la limite préparer les choses. Mais se contrôler H24, 365 jours par an, c'est infaisable, c'est impossible, c'est pas souhaitable sans doute. Parce que vos émotions, d'une manière générale, ce sont des forces aussi. Et donc, il faut savoir, par contre, canaliser ces émotions-là, les transformer en énergie et pouvoir travailler sur ça et les rendre positives. Je vous donne un exemple très simple en termes de commandement, de management. Puisque aujourd'hui, moi, je fais des conférences à l'entreprise où je parle beaucoup de management. En termes de management, l'émotion et le sentiment sont à prendre en compte dans l'aspect humain que vous avez avec vos collaborateurs. C'est-à-dire que vous devez considérer vos collaborateurs comme des humains. Ça, on l'oublie quelquefois, hein, mais même s'ils sont en tenue noire, même s'ils sont armés, même s'ils ont... Ce sont des êtres humains capables de sentiments, de défaillance, de doute, de questionnement. Et ça, il faut le prendre en compte et travailler beaucoup sur l'échange. Quand vous êtes chef, vous définissez la stratégie. La stratégie au raid, elle est assez simple, hein, je vous l'ai dit, c'est de sauver des vies, sauver des otages. Vous définissez la stratégie, et une fois que vous avez défini la stratégie, il faut expliquer comment les menaces évoluent et comment vous allez demander à vos gars de prendre plus de risques. C'est pas la même chose quand vous êtes face à un individu preneur d'otages qui a un problème psychologique. Il y a à peu près 80 cas par an. Le raid traite de 80 cas par an. C'est pas mal, hein. Un individu qui a un problème psychologique particulièrement vulnérable et dangereux. Il vient de basculer dans une bouffée délirante. Il a pris en otage sa femme et ses enfants
Je dis sa femme et ses enfants parce qu'à 99% des fois, c'est un homme qui va prendre en otage sa femme et ses enfants. Eh bien là, il va falloir y aller, il va falloir discuter, on est sur de la négociation, etc. etc. Mais face à un radicalisé, un djihadiste, qui recherche la mort, les armes à la main, et qui attend les policiers pour le raid en particulier, pour pouvoir les charger les armes à la main, eh bien, là, on ne va pas négocier, on va aller beaucoup plus vite dans l'opération pour sauver les otages. Et du coup, on va sortir du peu de zone de confort que l'on avait auparavant. Et ça, il faut le faire partager à vos gars, à vos opérateurs. Il faut leur dire, hier, vous avez couru des risques, mais demain, vous en courez beaucoup plus, il va falloir aller beaucoup plus vite. Et se protéger peut-être un peu moins pour gagner de la rapidité. Et ça, c'est difficile à faire accepter, sauf si vous êtes explicatif, si vous travaillez sur l'humain, si vous passez votre temps à expliquer pourquoi, et si vous écoutez aussi ce qu'ils ont à dire, parce qu'eux peuvent, vos collaborateurs, donc on appelle ça des opérateurs, ouais, peuvent vous enrichir de leur expérience, et tout en gardant la stratégie, tout en gardant le cap, le port que je décrivais tout à l'heure, eh bien, il est important aussi d'essayer de prendre en compte les avis des autres. Quand ça s'arrête et que du coup, vous évoluez vers une carrière politique, que vous quittez le RAID, est-ce qu'il y a un sentiment de soulagement? Est-ce qu'il y a un sentiment de perte de sens? Ou est-ce que c'est une nouvelle mission pour vous? Eh bien, un peu tout à la fois. Vous avez bien cerné les choses. En fait, quand ça s'arrête, moi, quand ça s'arrêtait au RAID, je me souviens qu'il y a eu un pot phénoménal de départ, comme on fait un peu partout, et dans la police en particulier, qui était fort en émotion, parce que y a le discours, il y a tout ce qu'on a fait avec les gens qui sont autour de vous, qui ont partagé à peu près les mêmes choses. Et donc, c'est très dur, et vous savez que vous partez, que demain, vous les verrez plus en tout cas dans le cadre de ce travail-là, que vous allez quitter le site du RAID. C'est un site magnifique, le RAID, c'est en banlieue, c'est un site extraordinaire. Et vous allez quitter tout ça, vous allez quitter 4 ans de votre vie que vous avez organisé autour de la mission, autour de ça. Vous avez consacré toute votre vie à ça, enfin tous ces 4 ans en tout cas. Et donc vous avez une intense émotion. Et moi je l'ai eu cette émotion-là, mais je me souviens que quand je suis parti, et c'était difficile de dire au revoir aux uns aux autres, quand je suis parti au volant de ma voiture, j'ai franchi les grilles du RAID. Et sitôt, c'est quand même assez incroyable, parce que sitôt franchi les grilles du RAID, j'ai eu effectivement un immense soulagement de me dire que je n'avais plus en compte ni la vie des otages, ni la vie de mes guerriers, de mes policiers, quoi, et policières. Et moi, j'ai tremblé pendant 4 ans à l'idée de perdre quelqu'un de chez moi, un de mes gars, un de mes policiers, une de mes policières, quoi. Et donc, ça a été effectivement un immense soulagement. Alors, perte de sens ensuite, comme vous le disiez, peut-être un peu dans ce cadre-là, mais assez rapidement, moi, je me suis relancé donc, dans la carrière politique avec la même, en réalité, la même trajectoire. En rentrant en politique, pour moi, c'était à un autre niveau, et à un niveau que j'espérais décisionnel, pouvoir m'occuper de la sécurité des Français en intervenant sur l'aspect politique des choses. Et j'étais bien placé, j'étais au plus près du président de la République, du futur président de la République, qui est devenu président de la République, du candidat. Et après, j'ai été placé auprès des divers ministres de l'Intérieur. Je les voyais couramment et tout. Et donc, j'étais bien placé pour influer là-dessus. Et ça, c'était vraiment la mission qui m'incombait et que je voulais mener à bien. Alors, j'ai mené certaines choses à bien, avec l'aide d'ailleurs de quelques camarades députés. Mais évidemment, le politique reprenant le dessus, j'ai pas pu évidemment me faire écouter sur tout. Voilà pourquoi en 2022 je suis parti.
Est-ce que, après tout ça, vous arrivez à trouver la paix intérieure? Bah, qui c'est qui arrive à trouver la paix intérieure? Bonne question. Oui, c'est une. Il faudrait définir tout ça, mais c'est philosophique. Et c'était surtout sur le fait d'être toute notre apaisé. carrière, Ouais. toute notre vie en espèce d'hypervigilance. Et tout à coup, on peut lâcher les armes. Je crois pas qu'on lâche quoi que ce soit parce que vous êtes en hypervigilance physique et mentale. Oui, certes, vous pouvez vous permettre de vous reposer un peu sur quelque chose, mais quand vous êtes impliqué dans ces choses-là pendant 40 ans, sur la sécurité de l'autre, en fait, c'est un travail qui est très altruiste, tout ça. Quand vous êtes dans la politique aussi, je pense qu'on ne peut pas sortir mentalement de ça. Et quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau politique, ce que nous font les députés aujourd'hui, c'est assez vomitif quelquefois. Donc on se dit, mais il faut bouger là-dessus. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit ce livre. Ce livre, c'est 2 ans de travail sur ce livre. Et c'est en fait un programme qui peut être un programme présidentiel, dont certaines personnes pourraient s'en inspirer. Et ces recherches que j'ai fait là, et ce que je dis là, ce que j'essaye de partager, parce que je suis un porteur de voix, j'ai conscience d'être un porteur de voix plus, comment dire, plus demandé que certains autres. Donc j'essaye d'avoir une voix utile. Eh bien, donc ça va contre le repos et la mise de côté, quoi. C'est quoi le message que vous avez envie de transmettre aux jeunes générations? Moi, j'ai envie de transmettre un message aux jeunes générations françaises que notre pays, la France, est un pays extraordinaire. Contrairement à ce qu'on entend ici et là, c'est un très très beau pays. C'est un pays qui est fort d'un passé historique extraordinaire. C'est un pays de valeurs c'est pas du tout le pays que nous représentent nos députés aujourd'hui, ou certains médias, ou certaines discussions, ou certains réseaux sociaux. C'est un pays qui est fort, mais c'est un pays qui doit se ressaisir et qui doit se recentrer sur son courage, parce qu'on a de gros défis. Aujourd'hui, on a la guerre qui est à nos portes en Ukraine, on a le défi de la lutte contre les narcotrafics, et c'est quelque chose qui nous comme les autres pays d'ailleurs, qui nous bouffe, qui nous mange la moelle de notre vie en commun, et c'est un très très gros défi, la lutte contre les narcos, non seulement à l'intérieur du pays, mais aussi les narcos à l'international, parce qu'avec l'argent sale en ce moment, il y a beaucoup d'investissements dans nos économies, ça grésifie nos économies, des phénomènes de corruption, etc. On y perdra notre âme si on se réveille pas là-dessus. Et on n'a jamais eu de stratégie politique, de stratégie politique sur le long terme sur les narcos. Donc il faut en trouver une. J'en propose une dans ce livre. On a aussi un énorme problème, qui est un problème de déliquescence de notre justice. Il n'y en a plus de justice dans ce pays. Je parle de la justice au quotidien pour le citoyen. Je ne parle pas des coups médiatiques que fait la justice avec certaines célébrités. Je parle de la justice au quotidien. On n'a pas de justice, on a un vrai gros problème de justice. Donc il y a des défis. Alors je comprends que ça plombe un peu, mais on a tout ce qu'il faut pour lutter contre ça. Il ne manque plus que de faire des bilans courageux, d'avoir des stratégies courageuses et de les mettre au point de manière courageuse aussi. Vous pensez que ça passe uniquement par la politique aujourd'hui, la résolution de ces problématiques? La politique au sens... alors, si vous me parlez de un terme abominable qu'on entendait souvent quand on était député, si vous me parlez de ce qu'on appelle la popole, la politique politicienne, vous avez raison, c'est quelque chose de désuet, c'est quelque chose qui a dégoûté au plus profond tous les Français et toutes les Françaises. Aujourd'hui, quand vous leur parlez des hommes politiques,
vous avez 9 personnes sur 10 qui vous font la moue et qui préfèrent parler d'autre chose. Et ils ont raison dans l'état actuel des choses. Et ils ont raison. Si vous me parlez maintenant de la politique au sens noble du terme, dans son acception traditionnelle de police, les choses de la cité, la politique, ça sert à ça, c'est à régler les problèmes de la cité. C'est quelque chose de très noble, la politique. Loin des comportements erratiques des hommes et des femmes politiques d'aujourd'hui. C'est quelque chose de très noble. Eh bien, oui, ça peut coaliser des gens entre eux, mais la politique, c'est pas seulement quelque chose qui est réservé des professionnels. La politique, c'est l'affaire de tous les citoyens. Et là, de ce point de vue-là, au niveau général de toutes les nations, mais la France aussi, puisqu'on parle de la France en particulier, on a un vrai problème qui est un problème d'individualisme des citoyens, un individualisme forcené, parce qu'on est dans une société de consumérisme, de consommation qui est ouverte au niveau mondial. On est des citoyens du monde et on est des citoyens du monde en termes de consommation, mais on est des citoyens du monde aussi en termes d'échanges sur les réseaux sociaux. Et il y a de moins en moins de barrières et en particulier de moins en moins de civilité. On ne se met plus les barrières de la politesse et de la civilité qu'on avait auparavant. On attaque tout le monde. On est dans des attitudes de rage aujourd'hui. Et il faut donc arriver à calmer ça, et il faut donc arriver à repenser nation. Je pense que tous les pays au monde ont cette problématique-là aujourd'hui. L'individualisme forcené fait que les gens ne s'intéressent pas à la vie en commun et à la vie de la nation. Et ça, c'est un vrai fort danger. Une exception, cependant, puisqu'on est à Radio Shalom, une exception. Je pense qu'en ce domaine-là, l'État d'Israël est construit autour d'une nation qui, comme elle est menacée depuis des décennies et des décennies, a une vraie idée du commun, de la communauté. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, comme les habitants de l'État d'Israël, les Juifs en particulier, ont été, durant toute leur histoire, l'objet de poursuites et d'atrocités, ils se réunissent autour de cette notion, de cette nation qui est toute jeune. Hein. Voilà. C'est ce que nous, on a perdu. Il faut qu'on arrive à se remobiliser autour de la nation. C'est important parce qu'on est attaqué de toutes parts. On a même des présidents des États-Unis qui, cependant, pensant sans doute être le président du monde, nous donnent des conseils de vie, etc. Il faut agir là-dessus. Il faut être centré autour de notre nation et autour de l'Europe aussi. Important pour nous. Avec toute cette expérience que vous avez, qu'est-ce que vous diriez au vous quand il avait 20 ans? Déjà, j'aimerais bien revenir à mes 20 ans. Ça serait... Mais bon, je ne sais pas si ça... Ouais, si je trouve la recette... Vous êtes plus près que moi, quand même. Hein, vous êtes plus près que moi. Mais bon, ça ne va pas être possible. Donc, du coup... Non, moi, quand j'avais 20 ans, j'étais pleinement heureux, en particulier quand j'étais rentré dans la police. Donc, je me féliciterai des choix que j'avais faits, de pas abandonner, de continuer... dans le cadre de la carrière que je voulais faire, parce que j'y ai vécu. Donc, si je pouvais parler à moi à 20 ans et lui donner je pourrais rassurer en lui disant c'est le bon choix que tu fais. Continue là-dessus et vas-y. Voilà. C'est un beau message à donner à tous nos auditeurs et aux jeunes qui peuvent nous écouter, qui ont une idée en tête, de s'obstiner et de ne pas se résilier, de continuer à croire en ses rêves et à croire qu'on est sur le bon chemin. À quelle question vous avez envie de répondre et qu'on ne vous a jamais posée?
Je ne sais pas. C'est difficile, ça. Hein. À quelle question je devrais répondre Vous auriez envie de répondre. Il y a une question qu'on vous a peut-être jamais posée. Donc, du coup, je ne la connais pas. Je sais pas. Je vous ai pas facilité la tâche, là. Non. Je peux pas vous dire. Je sais pas. J'ai pas. À qui vous avez envie de dire merci aujourd'hui? J'ai envie de dire merci à toute ma famille, à tous les gens qui m'ont soutenu et à mon épouse en particulier. Alors, on va parler de vos recommandations. Est-ce que vous avez un support qui vous a aidé dans votre parcours à recommander à nos auditeurs? Peut-être un livre, un podcast, un film, quelque chose qui vous a marqué? Alors moi, à titre personnel, j'ai écrit beaucoup de livres. Et l'avant-dernier livre, c'était un roman. Je me suis essayé au roman, et c'est un roman qui est basé sur les faits réels que j'ai vécus sur le Bataclan, sur l'hypercachère. Après, ça finit en fiction comme tout bon roman qui se respecte. Ça s'appelle Les Hommes en Noir. Et ça, c'est une première recommandation pour ceux qui veulent. On le mettra dans les notes du podcast. La deuxième, elle m'est absolument importante et nécessaire, c'est ce livre que vous avez là, Ni capitulation, ni résignation, osons le courage, qui est en fait un vrai programme. On a parlé de la France, on a parlé de la police, on a parlé d'un certain... Tout ça est là-dedans, c'est un vrai programme pour qu'on arrive à redevenir en restant dans le cadre démocratique, à redevenir une démocratie forte. On a besoin d'autorité, on a besoin de démocratie forte, mais une démocratie qui est au service... Une démocratie, ça doit être au service d'une majorité, de la majorité des Français. Aujourd'hui, on s'est mis un peu dans la démocratie au service de minorités. Alors, je pense que pour pouvoir faire en sorte de protéger les minorités, il faut d'abord écouter la majorité. Et ça, on l'a un peu perdu de vue. Il faut avoir le courage de revenir vers les majorités. Et c'est ce que les gens réclament, c'est ce que les Français réclament. Voilà ce que je pourrais recommander. Maintenant, tout à fait égoïstement, j'ai recommandé par rapport à moi. Bien sûr. Si je ne sais pas ce que je pourrais recommander. J'ai fait beaucoup de podcasts et je m'aperçois que c'est une manière de communiquer qui est extraordinaire par rapport aux télés traditionnelles et y compris d'ailleurs aux chaînes d'information continue. Il y a des podcasts aujourd'hui qui dépassent en nombre d'auditeurs. Ces télés d'information continue. Et donc, moi, je dirais effectivement à vos auditeurs qui écoutent ce podcast, justement, de s'intéresser à ces podcasts-là, mais je pense que c'est une nouvelle manière de consommer de l'information. C'est quelque chose de plutôt pas mal, je trouve. On va terminer en vous disant qu'il faut absolument lire le livre de Jean-Michel Fauvergue, Ni capitulation, ni résignation, osons le courage, aux éditions Fayard. Dites-moi. Oui, alors c'est un livre qui peut être considéré comme un programme présidentiel. Et d'ailleurs, j'ai devant une journaliste connue et célèbre, d'une chaîne connue et célèbre, j'ai fait ma déclaration de candidature à la présidence de la République. On votera pour vous. Alors, il faut aller jusqu'au bout déjà. Il faut que j'arrive à aller jusqu'au bout. C'est ce qui va être assez dur. Je vous remercie infiniment pour votre sincérité, pour votre humanité, cette ouverture rare sur un parcours souvent raconté pour l'action, mais rarement pour les émotions et pour l'homme qui les porte. Ce que je retiens aujourd'hui, c'est qu'on peut traverser des zones d'ombre immenses, porter des responsabilités colossales, être exposé à la violence du monde, mais malgré tout rester un être humain, un père, un homme en quête de sens et d'équilibre. Merci d'avoir accepté de partager ce que le public ne voit jamais, l'intérieur, la construction, les doutes, les cicatrices et les forces qui naissent de ce chaos. Je suis sûre et certaine que votre parcours inspirera beaucoup de personnes, celles qui cherchent, celles qui doutent, celles qui veulent se reconstruire et celles qui veulent comprendre ce que veut dire tenir debout même quand c'est difficile. Merci encore d'avoir été avec nous, Jean-Michel Fauvergue. Merci à vous. Je vous dis à bientôt. Merci.